Bonjour à tous et à toutes, d'abord à celles qui ont accepté de rejoindre notre invitation, et puis aussi toutes les journalistes et les participants qui ont souhaité nous écouter aujourd'hui. Très rapidement, je suis Christelle Rabier, j'anime depuis 2013 le blog Academia, dont l'actualité est devenue assez brûlante depuis 10 mois, alors qu'on suivait l'élaboration puis le vote du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, désormais loi de programmation de la recherche 2021-2030. Et nous avons souhaité faire aujourd'hui cette conférence de presse parce que nous sommes relativement inquiets du vote de la loi. Donc là, nous sommes entre le vote, l'adoption en première lecture à l'Assemblée et cet après-midi aura lieu l'adoption en commission de la culture du Sénat. Au moment où la totalité de la communauté universitaire a manifesté depuis de longs mois déjà son opposition féroce à ce texte, enfin la plupart de ses dispositions, et où son absence relative de mobilisation s'explique par le chaos de la rentrée, le contexte épidémique extrêmement difficile, au point où nous sommes dit que le gouvernement appliquait assez vivement une stratégie du choc consistant à faire passer l'inacceptable à un moment donné où plus personne, enfin tout le monde était sidéré. Voilà, donc je vais passer la parole à différentes personnes au cours de cette conférence. D'abord, les élus Knesser, donc Frédéric Bay, CGT, Mariam Poustou, UNEF, Jaspal et Olivier Rogil de l'Alternative, ainsi que aux deux députés qui ont accepté notre invitation, Muriel Récillier de la France Insoumise et Elsa Fossillon du Parti communiste français. Deux autres membres d'Academia interviendront, Julien Gossa, qui est maître de conférence en informatique à l'Université de Strasbourg et un animateur important du blog Doc en Stock sur la démocratie universitaire, et enfin Noé Wagner, professeur de droit public à l'UPEC, qui va prendre la parole maintenant pour présenter un peu le parcours législatif de cette loi depuis janvier 2020. À toi, Noé. Merci Christelle. Alors effectivement pour donner la trame de disons la première partie de la conférence de presse et vous restituer le fil de notre réflexion, ce qui nous a surpris en reprenant l'ensemble du processus de préparation de la loi de programmation de la recherche, c'est justement le nombre de dysfonctionnements qui ont rythmé ce processus. Non pas qu'on ne le savait pas, mais parce que disons dans le feu de l'action, on a tendance à segmenter ces dysfonctionnements et à oublier que si on les met bout à bout, le processus législatif qui a été suivi et qui est en train d'être suivi pose un certain nombre de problèmes qui sont graves. Alors, je veux dire par là que la fabrique de la loi recherche, elle pose problème non pas seulement de manière ponctuelle, mais justement, et c'est l'objet de la conférence, enfin de la première partie de la conférence de presse, à chacune de ces étapes depuis l'embryon du projet de loi qui a été dessiné dans le cadre des groupes de travail réunis par le ministère il y a de ça un peu plus d'un an. Et justement, des dysfonctionnements qui reviennent à chaque fois, ce sont pas des accidents. C'est pas non plus un grand complot d'une dictature en puissance, mais c'est plus profond que ça. Et c'est un élément qu'on voudrait pointer et discuter dans cette conférence de presse, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un problème général de représentation intellectuelle des exigences démocratiques de la part du pouvoir exécutif. À l'évidence, le niveau de conscience de ces exigences-là démocratiques est assez faible chez certains au ministère et chez la ministre en premier lieu, si faible qu'il va se traduire presque mécaniquement sous la forme des pires pratiques de fabrique de la loi. Et c'est ce que on essaye d'identifier. Ce sont les pires méthodes, les pires pratiques de fabrique de la loi que l'on observe à peu près à toutes les étapes de construction de la loi de programmation de la recherche. Donc c'est sur ces dysfonctionnements-là qu'on aimerait insister dans cette première partie, à la fois parce que c'est notre démarche de chercheur de documenter ce passage-là assez particulier dont on est à la fois les commentateurs et l'objet, et en même temps, c'est notre démarche de rédaction à Academia engagée dans le démontage systématique d'un discours, le discours ministériel qui retourne en fait tout simplement complètement le sens des mots, parce que c'est bien retourner les mots que de considérer, comme le fait la ministre à plusieurs reprises dans le débat parlementaire, que ce projet de loi est porté par toute une communauté de l'ESR, largement silencieuse, mais majoritaire, au terme d'un processus de concertation et de dialogue qui en serait presque exemplaire. Alors donc je disais que la fabrique de la loi, elle pose problème à chacune de ces étapes, et on n'est pas toujours sûr que tout le monde, enfin tout le monde ici, ça c'est certain, mais que tout le monde dans notre communauté de travail a bien perçu l'ampleur du mépris affiché. La République, pour le dire de manière un peu grandiloquente, elle a bâti à des époques différentes un certain nombre de processus d'élaboration des lois assez subtils, dont on peut penser peut-être qu'ils sont insuffisants, mais qui en tout cas sont destinés à éviter les formes autoritaires de gouvernance, et qui plus est dans l'ESR, dans l'enseignement supérieur et la recherche, dont l'indépendance et la collégialité du fonctionnement sont deux des piliers. Et on aimerait bien reprendre grâce à vos témoignages, à vous qui participez à cette conférence de presse, ces différentes étapes. Déjà, on identifie un premier dysfonctionnement sur lequel je vais passer très vite, mais qui a été unanimement noté, je crois, c'est le caractère extrêmement tardif
du moment choisi pour dévoiler le projet de loi et le soumettre donc à la discussion collective, puisque le secret le plus complet a été maintenu sur le projet de loi pendant de longs mois, et les critiques qui sont développées dans le brouillard, les critiques qu'on a développées dans le brouillard du côté de la communauté de l'enseignement supérieur de la recherche sur ce projet de loi ont été qualifiées à plusieurs reprises par la ministre de fantasme, alors même qu'elles auront presque toutes été finalement vérifiées. Donc le projet de loi a été dévoilé très tardivement, le dimanche 7 juin, alors on l'a d'ailleurs appris plus tard, il avait été envoyé quelques jours plus tôt au Conseil d'État, c'est-à-dire alors que le processus interministériel était totalement clos à ce moment-là, et il a été d'ailleurs dévoilé sur une indiscrétion syndicale. Et parce que, tout simplement, il n'y avait plus guère le choix, puisque la réunion du CNESER, le Conseil national supérieur le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, avait lieu 5 jours plus tard, il me semble, puisque c'est les collègues qui sont élus au CNESER pourront le confirmer, c'est quelques jours à peine avant cette réunion que cette transmission s'est faite. Alors ce passage devant le CNESER nous intéresse beaucoup, toujours avec cette double casquette à la fois de chercheur et de membre d'une rédaction qui est mobilisée sur ce sujet, parce que d'ailleurs, tout comme le passage devant le Conseil économique, social et environnemental, ce qui est intéressant avec le CNESER et avec le CESE, c'est qu'on est en présence d'une institution qui a été créée en 1946 au nom du principe de participation des travailleurs, au nom d'un idéal de démocratie sociale, qui était destiné justement à éviter les formes de gouvernance autoritaire de certains sujets, dont l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Et puis, c'est précisément ces deux institutions-là, le CNESER et le CESE, qui ont été tout particulièrement piétinés dans le processus d'élaboration de la loi de programmation. Et ça nous intéresse, cette espèce de mise en abîme historique très particulière. Alors, s'agissant de la consultation du CNESER, je vous propose, mais c'est une conférence de presse elle-même très collégiale, donc n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez et à réorienter certaines de nos discussions, mais je propose aux élus, aux 3 élus du CNESER qui sont présents, peut-être de nous restituer assez brièvement, les conditions dans lesquelles cette consultation obligatoire du CNESER a été faite et les problèmes que selon vous, cette consultation pose. Je ne sais pas qui veut commencer de vous 3. Une élue étudiante ou une élue syndicale, Frédéric? Ouais, Frédéric B. Donc moi je suis élue au CNESER pour la CGT dans le collège des Biats. Je siège au CNESER depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. Donc le CNESER, c'est une instance consultative qui comprend 100 membres qui représentent à peu près toute la communauté universitaire. Le groupe CGT au CNESER, c'est 10 élus, profs de fac, maîtres de conf, BIAT, ITA, chercheurs du CNRS, MINSER, MINRAE, personnel des EPIC, des gens du CEA, du CNES, et puis des mandatés de la Confédération qui sont des professionnels en général de la recherche et de la recherche privée. Puisque ça intéresse aussi beaucoup la CGT, la recherche dans cette optique-là complète. Et on représente aussi, nous, au groupe CGT au CNESER, donc tous ces statuts, mais aussi tout le territoire national. On a les élus, moi je viens de Nancy, on a des élus de Toulouse, de Montpellier, d'Aix-Marseille, de Lille, de Rennes, et on apporte vraiment sur le CNESER cette vision-là du terrain. On n'est pas des syndicalistes détachés à 100%, on est vraiment, moi je bosse dans un laboratoire de sociaux, on sait ce qui se passe sur le terrain, et en général, la parole au CNESER, elle est quand même assez libre, il y a quand même des vrais débats, en tout cas dans le mandat que je tenais avant l'arrivée de Macron quand même, hein, on peut dire, le débat était différent, ça fonctionnait plus. Là, le CNESER du 12 juin et 18 juin, donc Noé vient de le dire, on a été convoqué, je ne sais plus, le 4, je crois, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le CNESER, il y a un calendrier annuel, on a une séance tous les mois, c'est prévu 1 an à l'avance, parce que c'est compliqué de faire venir une instance de 100 personnes, quoi. Là, on est convoqué le 4 pour le 12, on a le texte le dimanche 7 pour le 12, et c'est la pression syndicale qui a fait que le ministère a bien voulu faire 2 séances, une le 12, une le 18. Mais au départ, on avait, parce que le 7 pour le 12, ça fait que 3 jours et demi, on avait 220 pages, ça fait 220 pages, les annexes, le projet, etc., à discuter dans toutes nos organisations syndicales, à diffuser aux collègues, aux camarades, aux travailleurs, aux travailleuses, pour voir, parce que le texte, on attendait, on était mobilisés, on savait à peu près les orientations qu'il allait y avoir dedans, mais on n'avait pas le texte. Donc là, on se retrouve dans cette situation-là. La séance du 12 juin, elle est en visio, elle est hybride, je ne sais plus, elle est hybride, je crois. Et donc la ministre est dans l'amphi du ministère, nous on est plusieurs à distance. Au bout de 5 minutes, ça coupe. Alors en plus, ça nous remet face à nous, personnels sans moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche, après 3 mois de confinement où ça a été terrible de faire l'enseignement à distance, le maintien du lien pédagogique à distance, et là on se rend compte, oui, ça ne marche pas, techniquement ça ne marche pas, le discours de la ministre est coupé au bout de 5 minutes, ils mettent un quart d'heure à se rendre compte au ministère que la connexion est coupée. Le débat est très, très difficile et complètement plat. Et puis ensuite, il y a cette séance du 18 juin,
qui est présidée par la ministre et par M. Laroutourou, le DG Recherche, qui normalement sont les personnes qui président le CNESER, mais qui viennent carrément jamais. C'est en général Anne-Sophie Barthez qui s'en occupe. Là, ils sont là et très clairement, ils connaissent pas le règlement intérieur, ils connaissent pas les pratiques, ils savent pas comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés, il y a des pages et des pages d'amendements. La moindre des choses aurait été dès 9h du matin de dire on tiendra pas sur la journée si on veut que le débat et que la démocratie s'exerce. Non, sauf qu'on continue. Laroutourou essaye de faire voter les amendements de l'UNEF en bloc. On dit ouais, on va voter tout en bloc. Dit, bah non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on les discute, il faut qu'on en parle et qu'on les vote un par un. Et c'est important. Et ça, enfin, le non-respect du règlement intérieur et des usages vraiment pour le débat qui sont ceux du CNESER n'ont pas du tout été respectés toute la journée. C'était extrêmement tendu. Il y a eu des suspensions de séance parce que l'administration devait discuter, parce qu'ils ne savaient pas trop comment il fallait faire, parce que bon, voilà. Et puis plusieurs fois dans la journée, les élus s'arrêtent, demandent des suspensions de séance en disant il faut reporter la séance, il faut reporter à la semaine prochaine, il faut prévoir une deuxième journée. Ils refusent, ils s'arrêtent, ils reviennent, ils disent non, il faut voter un truc. Alors on continue toute la nuit ou on revient demain. À un moment, il y a 7 voix pour, 7 voix contre, je ne sais plus, vote, ça ne va pas, ça ne convient pas, la route ou pas, comme ça. Bon, allez, bon, bah, finalement, c'est ce soir. Moi, je me souviens d'un interlude, d'une pause où on croise, où la ministre était là. Hein, on lui dit, mais enfin, vous comprenez, nous, on vient de loin, on a des familles, on travaille demain. Moi, je ne reste pas toute la nuit. Je ne sais même pas si on finit à 3h du matin, je vais dormir où. Mes enfants m'attendent, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, bah oui, ma pauvre dame, bah, rentrez chez vous. Moi, ça, voilà. On avait préparé vraiment sur chaque article, dans l'urgence, on avait préparé, et on a fini par décider de quitter la séance, le groupe CGT, une partie à 20h et une partie à rester un peu plus tard. C'était absolument terrible. Et une fois que le groupe CGT est parti, ils ont décidé que comme on n'était plus là, ils ne mettraient plus nos amendements au vote. Parce que, voilà, bon, je vais pas m'étendre, je vais laisser Mariam et Jaspal continuer là-dessus, qu'elles disent leur ressenti de cette séance-là. Juste une chose pour conclure, dans le Code de l'éducation et dans le règlement intérieur du CNESER, un compte-rendu, un relevé des votes, un relevé des décisions doit être produit dans le mois qui suit, en tout cas avant la prochaine séance. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas de relevé des votes, on ne sait pas quels ont été les votes sur les différents amendements, on n'est même pas sûr du vote final, bon, on le sait parce que ça a été, bon, la CFDT la sortie, mais on ne sait pas. Et puis il y a toute la question de qui était là jusqu'à la fin, qui a porté les procurations de qui, parce que très clairement, il ne devait pas y avoir assez de monde à la fin pour que le vote soit valide. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre côté alternative et UNEF. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Très bien. Oui, très bien. Bon, bah, je vais enchaîner. Alors, effectivement, le même sentiment d'un peu impuissance face à ce passage en force en CNESER sur la LPPR, dans la mesure où, effectivement, l'UNEF, on a déposé plus de 180 amendements, sachant qu'il y avait 23 articles à l'époque sur le projet de loi. Ça a été une séance extrêmement longue, extrêmement compliquée, qui a duré littéralement toute la nuit. Je veux dire, on est sorti du ministère, il était 7h15 du matin, et on était entré la veille à 9h30, début de séance. Donc, il faut quand même se rendre compte de la charge aussi de travail que ça demande en amont, puisqu'on a eu des délais extrêmement courts pour se préparer. Et en séance, une séance qui a duré extrêmement longtemps. On est arrivé effectivement à la fin avec un vote de 26 contre et 32 pour, donc c'était quand même assez serré dans la mesure où effectivement il y a eu donc, des forces syndicales qui ont voté pour, il y a eu 3 abstentions si ma mémoire est bonne, quand même à 21h de CNESER, ce qui est quand même beaucoup. Pareil, nous on a aussi, certains avaient cours le lendemain, on est étudiants quand même, donc certains avaient des choses à faire, mais nous on est restés jusqu'à la fin parce qu'effectivement, quand la CGT est partie, les amendements de la CGT n'étaient donc portés et n'étaient plus discutés, plus votés. Ce qui veut dire que si l'UNEF partait, la séance s'écourtait aussi et tous nos amendements n'auraient pas pu être défendus. Donc on a fait le choix, nous, de notre côté, de porter amendement par amendement, de défendre, de faire le jeu du débat démocratique, même si on avait en face de nous des bâtons dans les roues qui arrivaient. Au-delà de ça, sur le fond, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que entre les différentes discussions et le projet, la loi à l'agrément qui est passée à l'Assemblée nationale et qui va bientôt passer au Sénat, on a des changements minimes, mais extrêmement minimes, par rapport à tous les warnings, si je puis
de TSE, du CNESER, de l'ensemble des forces syndicales qui se sont exprimées sur le sujet. Même l'Académie des sciences n'a pas rendu un avis extrêmement favorable sur ce projet de loi. Donc, c'est vrai que on est un peu dubitatif de se dire qu'on a une telle opposition face à ce projet. À l'UNEF, on est pour un financement de la recherche en France, de la recherche publique, et ça, on ne le remet absolument pas en cause. Par contre, ce qu'il y a dans ce projet de loi n'est absolument pas à la hauteur des besoins et des enjeux, notamment on ne comble pas tout ce qui n'a pas été fait précédemment et ne répond pas aux besoins actuellement. On l'a vu avec la crise sanitaire. On finance des personnes qui disent il faut financer la recherche, justement, on en a besoin, etc. Effectivement, ça, on le sait déjà, on a besoin, mais là, les financements actuellement ne sont pas suffisants, moins suffisants. Et au-delà de ça, il y a aussi la question de effectivement, le budget, enfin la répartition du budget qui a été faite. Globalement, on a un financement assez léger pour les 3 prochaines années, donc pour la fin du quinquennat. Et en termes de financement, on a une augmentation au fur et à mesure des années. Donc c'est-à-dire que ça ne reposera même plus sur le quinquennat actuel. Donc on ne sait pas ce qui se passera dans les prochaines années sur le sujet. Donc c'est aussi des éléments un peu à pointer. Et sur le fond de la loi, on a énormément de choses à dire. Donc je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle, mais sur les tenures tracts, sur la question des appels à projets qui se multiplient, alors que nous, on demande justement des financements pérennes. Donc ça va à l'encontre du financement du service public et de la recherche publique. C'est un gros point noir aussi qu'on voit du côté de ce projet de loi. Merci beaucoup, Mariam. On pourra éventuellement revenir sur le contenu, mais là c'est vrai que ce qui nous intéresse tout particulièrement pour le documenter, pour en garder la trace, c'est le processus même d'élaboration de ce texte, et votre témoignage est très précieux. Jaspal, vous voulez sans doute aussi apporter votre témoignage sur l'épisode CNESER? Oui, j'espère que vous m'entendez. Donc, Jaspal de Olivier Guil pour l'Alternative. Pour vous présenter un peu l'Alternative, c'est un rassemblement, une agrégation de nombreux syndicats locaux et stations locales qui s'est constitué notamment au niveau du dernier CNESER, au niveau du dernier CNESER. Et je vais essayer de compléter un peu les témoignages des précédentes de la CGT et de l'UNEF, peut-être reposer un peu le contexte. Pour nous, ce passage en force de la LPPR, c'est une preuve supplémentaire et un moyen finalement de montrer en fait l'autoritarisme aujourd'hui du gouvernement actuel en place de Macron, et cet autoritarisme qui en fait est très présent et qui se montre totalement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cet autoritarisme, on le voit à plusieurs niveaux. On peut le voir par exemple au niveau de la criminalisation et la judiciarisation de différents militants, que ce soit syndicaux, que ce soit étudiants ou enseignants, ou personnels, ou on a là encore hier des étudiants qui ont été au tribunal administratif à Nanterre. On a, je crois que c'était à Nice ou à Montpellier, à Besançon, où il y a eu à chaque fois des étudiants, des personnels qui ont été en procès judiciarisés pour leur action militante dans des universités. Mais c'est aussi, par exemple, un changement encore cette année sur la réforme de la commission disciplinaire à l'université pour les étudiants, qui a validé notamment dans les différents cavaliers législatifs de la LPPR, avec, par exemple, aujourd'hui, une nouvelle raison pour laquelle on peut aller en commission disciplinaire, qui est l'atteinte à la notoriété de l'université, qui, pour nous, est un pas supplémentaire dans cette criminalisation. Donc, c'est la première étape, la criminalisation. Une deuxième étape, c'est aussi l'aspect du non-respect de la démocratie universitaire, dont, en fait, la LPPR est une continuité, mais qu'on a vu à travers différentes choses, déjà depuis le début de ce gouvernement. On a déjà le soutien à plusieurs reprises, par exemple, de Frédérique Vidal et du ministère de l'Enseignement supérieur à des non-respects de la gouvernance des conseils universitaires qu'on a vu ces dernières années. Par exemple, je peux me rappeler le cas de Paris 1, où à Paris, pendant le confinement, il y a la commission d'information universitaire qui avait voté une compensation sur les problématiques du confinement et de la poursuite d'études, et où le président de l'université a refusé de mettre ça en place, qui a été soutenu par le ministère. Donc une ingérence de la gouvernance dans les universités, et un nouvel établissement qui sont les établissements expérimentaux, suite à une ordonnance du 18 décembre 2018, peut-être pas le 18, mais décembre 2018, où dans ces établissements expérimentaux, où on en a vu pas mal fleurir, passer en CNESER ces dernières années, en fait, ils peuvent déroger à tous les processus démocratiques dans les universités, et donc tous les projets qu'on a pu voir au CNESER, passer au CNESER d'établissements expérimentaux, c'est remettre en cause le principe de gouvernance et de
de décision des conseils où ce n'était plus, par exemple, j'ai en tête Clermont-Ferrand, où c'est plus le conseil d'administration qui prend les décisions de l'université, mais c'est un conseil avec le président de l'université et les différents directeurs de composantes. Et en fait, le conseil d'administration n'est plus qu'une instance qui avalise des décisions prises auparavant. Donc ça, c'est les deux étapes. Et pour nous, la LPPR, c'est dans la continuité de cet attrait autoritaire de ce gouvernement. Et voilà, je vais peut-être compléter un peu et aller sur, mais je pense que les deux précédentes interventions ont déjà bien présenté l'aspect vraiment très autoritaire et antidémocratique de ce passage dans le CNESER et la LPPR. Il faut savoir que depuis déjà, voilà, moi c'est mon premier mandat, ça va faire 1 an que je suis au CNESER, il y a toutes les décisions et ce qui peut se passer au CNESER est rarement pris en compte par la suite. C'est un conseil en effet consultatif, mais notamment la réforme de la commission disciplinaire a été majoritairement votée contre, elle est quand même passée. Donc on a quand même l'impression que ce conseil est là depuis, voilà, où les décisions qui sont prises ne sont pas écoutées. Et là, cette LPPR, on va dire que c'est une étape supplémentaire avec 20 heures de débat, avec énormément d'amendements. Mais il faut savoir qu'à la fin, aucun amendement qui a été déposé n'a été pris en compte, tous les amendements discutés pendant 20 heures. Il n'y en a aucun qui a été pris en compte par le vote final. Moi, je me souviens à 7h du matin où on était tous un peu meurtris et par cette nuit passée au CNESER où voilà, pour tout texte on vote la partie amendée, la partie non amendée, et là on n'a fait qu'un seul vote puisque de toute façon aucun amendement n'avait été pris en compte et n'avait été validé par le cabinet et par le ministère, et où du coup, voilà, on demande vraiment l'utilité du débat démocratique, le fait qu'on n'a aucune prise en compte des élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on n'a aucun amendement pris en compte. Beaucoup, voilà, à chaque fois, ce qui a été répondu, c'est oui, vous inquiétez pas, on va en discuter dans les décrets d'application. Mais ça n'a pas été jusque-là. Donc, voilà, 20 heures de débat. 20 heures de débat, pourquoi? Bonne question. 20 heures de débat où il y avait quand même une majorité d'interventions qui étaient contre, des conditions de débat qui ont fait qu'il y a des organisations qui ont refusé de participer au débat, et ça, on les comprend totalement parce que c'était vraiment des conditions déplorables. Et voilà, donc ça, c'est sur le contexte, mais c'est aussi dans le caractère autoritaire et antidémocratique, c'est un recours quand même, on tenait aussi à le rappeler, c'est que dans cette LPPR, donc il y a la façon dont c'est fait, mais c'est aussi, ça introduit pour un certain nombre de sujets des ordonnances. Voilà, ça prévoit de fonctionner par ordonnance pour un certain nombre de sujets. Et pour nous, ça, c'est aussi un témoin et une continuation de ce problème antidémocratique dans le SR et d'autoritarisme, où on a quand même une réforme qui prévoit de fonctionner par ordonnance, de fonctionner sans prendre en compte l'avis des élus qui sont là pour ça. Et donc, voilà, pour nous, vraiment, ça rentre dans le contexte autoritaire dans le SR du régime actuel, et où, voilà, c'est, on va dire, la LPPR, un témoin et une marche supplémentaire, parce que ça a été vraiment catastrophique, mais reposer un peu le contexte de cette LPPR. Merci. Merci beaucoup, Jaspal, pour ce témoignage et cette remise en contexte qui permet de réinscrire en fait cette séance si particulière du CNESER. Merci à toutes les trois. On va enchaîner parce que le processus en fait d'élaboration de la loi est long et les dysfonctionnements sont nombreux, et on n'est pas encore arrivé à la fabrique parlementaire elle-même, puisque après un projet de loi qui a été dévoilé extrêmement tardivement, après un CNESER qui s'est fait dans des conditions déplorables, le Conseil économique, social et environnemental, assemblée constitutionnelle, troisième assemblée de la République, créée en 1946 pour assurer la représentation des organisations économiques et sociales en complément des organes traditionnels d'expression de la démocratie politique. Justement, au nom de ce projet que j'évoquais tout à l'heure de démocratie économique et sociale, le CESE devait être consulté comme pour toutes les lois de programmation, et a rendu un avis important. On n'a pas réussi à avoir malheureusement de membres du CESE qui participent à cette conférence de presse. Peut-être Christelle, tu veux dire quelques mots, ou sinon on enchaîne sur la suite, si ce n'est pour remarquer tout de suite que le Conseil d'État a remarqué expressément dans son avis qui accompagne donc le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, a remarqué expressément, et donc pour que le Conseil d'État le remarque, c'est que c'est grossier, que il n'y avait eu aucune forme de prise en compte dans l'étude d'impact de l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Autrement dit, que on avait piétiné cette instance constitutionnelle que pourtant, dans un discours d'il y a 3 ans,
il me semble, du début du quinquennat, Emmanuel Macron avait appelé à revitaliser au nom de la nécessaire participation accrue des citoyens et du monde de la société civile à la vie politique française. Christelle, tu voulais peut-être dire quelque chose, tu as suivi de très près. En deux mots, en fait, parce que la vérité, c'est que c'est à l'origine, c'est le CESE qui m'a donné, nous a donné l'idée de faire cette conférence de presse, parce que en fait, au CESE, il y a quelque chose de très différent qui s'est passé. C'est qu'il y a eu un vote unanime, c'est-à-dire 205 voix, dont seulement une abstention et 0 contre, qui ont voté un texte qui est un contre-projet total par rapport au projet de loi de finances, enfin de programmation qui est proposé. Donc beaucoup plus de budget et aussi un renforcement plutôt du service public, etc. Et ce projet-là, il est beaucoup plus intéressant pour nous, il nous semble aussi plus vivant. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que il a été entièrement voté, à l'unanimité, par des groupes qui vont des associations familiales au patronat, en passant par les syndicats CGT. Et cette unanimité-là en fait aussi la force du projet. Et ce qui contraste singulièrement avec le processus législatif en cours sur lequel on peut enchaîner. Merci Christelle. Alors là, on entre maintenant pleinement dans la fabrique législative et parlementaire de la loi de programmation de la recherche, et on arrive à donc si je compte bien, un quatrième gros dysfonctionnement qui est l'étude d'impact en elle-même. L'étude d'impact, c'est une obligation constitutionnelle, elle qui ne date pas de la 4e République, mais qui est beaucoup plus récente. C'est une obligation constitutionnelle qui date de 2008, mais qui a pour fonction générale, c'est pour ça qu'avait été instituée l'obligation d'accoler, ou plus précisément même de faire précéder tout projet de loi d'une étude d'impact, de fournir, je cite la formule qu'emploie souvent le Conseil d'État, une évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et factuelle que possible. Or, cette étude d'impact, le Conseil d'État l'a relevé dans son avis, en termes assez feutrés, mais l'a relevé quand même, et ça c'est pas anodin, dans son avis du 9 juillet 2020, pour dire que la première version qui lui a été transmise était insuffisante, notamment du fait de l'absence de présentation des options possibles en l'absence d'intervention des règles de droit nouvelles, l'absence de conséquences tirées de l'avis du Conseil économique, social et environnemental, comme je le disais tout à l'heure. Finalement, le jour même où le Conseil d'État rend son avis, c'est-à-dire le 9 juillet, le ministère a rendu une version amendée de son étude d'impact. Nous considérons, et Julien Gossa a d'ailleurs à plusieurs reprises pointé les biais qui traversent cette étude d'impact, les biais à la fois dans les chiffres et dans les argumentaires même. Nous considérons que celle-ci reste peu sérieuse, et ça c'est d'ailleurs, ça a été encore rappelé récemment, les études d'impact sont peu sérieuses, mais celle-ci l'est tout particulièrement peu, et que le Conseil d'État l'a finalement, entre guillemets, admise, puisque de toute façon il n'a pas la prérogative de les refuser, mais elle pose véritablement problème. Et bon, j'insiste rapidement sur ce point-là, on va pas rentrer dans une exégèse de l'étude d'impact, mais il y a quand même, lorsqu'on tord une étude d'impact, lorsqu'on en fait une simple variante de l'exposé des motifs un peu développé, ce qui est le cas de cette étude d'impact, en réalité, on falsifie tout le processus démocratique d'adoption des lois. Et on tord véritablement ce qui était l'objectif constitutionnel institué en 2008, c'est-à-dire mettre à plat les différentes options possibles pour, de manière objective et neutre, identifier les choix qui sont faits. Or, ce que l'on considère, c'est que dans cette étude d'impact, très peu de choix alternatifs sont présentés et sous-pesés dans le débat. Alors on en arrive ensuite au cinquième et plus spectaculaire, même si tous les dysfonctionnements précédents sont spectaculaires, mais le cinquième dysfonctionnement qui est particulièrement spectaculaire, c'est lorsqu'on rentre dans l'enceinte parlementaire, dans la mesure où la part du Parlement dans la fabrique de la loi, qui est sa prérogative par excellence, est largement percutée s'agissant de la loi de programmation de la recherche. Alors pour plusieurs raisons, je dessine en 3 mots une trame, mais on aimerait surtout entendre les témoignages de nos deux députés qui participent à la conférence de presse, parce qu'encore une fois, c'est un des objets de cette conférence que d'alimenter en témoignage pour l'avenir la connaissance du processus d'adoption de cette loi. On a non seulement une procédure accélérée, bon ça malheureusement c'est devenu quasiment la norme, mais une procédure super accélérée, peut-être les députés pourront nous le confirmer, avec des délais extrêmement contraints à l'Assemblée nationale pour examiner de manière un peu sérieuse cette loi. On a également un rapport qui est fait au nom de la Commission des affaires culturelles par Daniel Hérin, Philippe Bertha, Valérie Gomez-Bassac et Pierre-Alain Raffan, qui est très particulier, il me semble en tout cas, les députés pourront nous le confirmer ou l'infirmer, un rapport qui ne contient aucun discours propre, en ce sens qu'il reprend exactement de manière très frappante
le discours gouvernemental, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abandon de cette fonction parlementaire bien particulière du rapporteur qui consiste à produire un discours spécifique et propre sur le projet de loi qui est soumis à la Chambre concernée, avec aucune forme en particulier d'inscription historique. Cette LPPR s'inscrit dans un droit de l'ESR qui se construit depuis 2 siècles. C'est un rapport purement technicien et aucune évocation, ça c'est quelque chose qui nous a tout particulièrement marqué. Alors moi, tout particulièrement en tant que juriste, j'imagine, mais il n'y a aucune évocation des principes qui structurent le fonctionnement de l'ESR par-delà les mesures techniques qui sont proposées. En particulier, rien, pas un mot sur les libertés académiques, alors même que c'est sur ce terrain-là que le Conseil constitutionnel va se prononcer dans quelques semaines lorsqu'il sera saisi de ce projet de loi, et alors même que, à notre avis, c'est ce qui est le plus frontalement percuté par ce projet de loi. C'est un document, pour le dire très trivialement, qui est complètement fou, ce rapport, et on aurait bien aimé avoir quelques éléments de retour à ce propos de la part des députés. Et puis après, dernier dysfonctionnement spectaculaire à l'Assemblée nationale, en plus de cette procédure accélérée, de ces délais très contraints, de ce rapport ni fait ni à faire, c'est évidemment la manière dont, dans le débat parlementaire, la dimension de dialogue s'est faite, et en particulier, on s'est amusé à faire sur Academia un certain nombre de statistiques d'adoption des amendements, et c'est tout à fait spectaculaire. 96% des amendements adoptés en commission émanent de la majorité parlementaire, et les amendements qui ont été effectivement retenus, 3 des républicains, qui ne sont pas de cette majorité, 3 des républicains, 1 du PS, 1 du PC, s'agissant de la commission, sont des amendements, je pense que Elsa Faution ne me démentira pas, qui sont des amendements sans aucun enjeu. Et en séance, 683 amendements déposés, 134 adoptés, dont plus de la moitié concerne le rapport annexe qui n'a pas d'effet juridique en tant que tel, ça a été rappelé 1000 fois par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. 65 amendements restent qui ont été adoptés, 5 émanent des Républicains, 1 du Parti Socialiste, 1 aussi de la France Insoumise d'ailleurs, mais qui était identique à un amendement du MoDem. Autrement dit, il n'y a eu aucune marge de manœuvre, il nous semble, qui a été laissée dans ce processus d'adoption de la loi. La fabrique parlementaire est totalement écrasée, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, s'agissant de l'examen à l'Assemblée du projet de loi de programmation de la recherche. Voilà, j'ai été trop long, pardon, ça fait en plus un peu court, c'était pas du tout l'idée qu'on voulait donner. En tout cas, on serait très intéressé à entendre, encore une fois, pour documenter ce moment-là, que ça reste, Elsa Faucillon et Noël Ressiguier sur ce point. Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer. Ça m'est égal, Elsa, vas-y. Muriel, par exemple, allez-y. D'accord. D'ailleurs, d'abord, merci pour avoir organisé cette conférence de presse, parce que je pense que c'est important que les gens se rendent compte, au-delà du sujet, qui est un sujet quand même extrêmement important, la recherche, et notamment la recherche publique, comment les choses se passent avec ce gouvernement, et pas seulement avec, entre guillemets, et ça n'a rien de méprisant dans ma bouche, bien au contraire, les petites gens. Les petites gens, on a l'habitude, on se fait piétiner, on se fait écraser, mais là, c'est la communauté scientifique, ce sont les députés, etc. Et il y a la même attitude. Moi, j'ai été extrêmement frappée, mais c'est pas la première fois. Alors, c'est mon premier mandat, mais d'anciens députés me disent que c'est la première fois qu'il y a un tel mépris du gouvernement à l'égard des députés. On pouvait s'attendre, effectivement, avec la crise sanitaire, à une prise de conscience, j'allais dire, à minima, qui aurait voulu dire qu'ils avaient quand même ce minimum d'intelligence, de survie, de la recherche publique pour l'avenir, pour l'intérêt général, pour la France. Et donc d'écouter, c'est difficile pour eux d'écouter ce que la communauté scientifique a à dire, de se dire d'accord, là on a mené une politique ultralibérale, on a eu tort, on va réfléchir un petit peu et on va lâcher quelques petits trucs. Et en fait, on n'est pas du tout dans ça. On a eu un texte, comme vous le rappeliez, le 22 juillet, qui était quasi similaire au précédent qui nous avait été présenté. Et surtout, on a eu un sentiment d'urgence, mais pas d'urgence pour rectifier la situation et dire, voilà, ayons une recherche publique forte, parce que ça fait partie des choses extrêmement importantes pour l'avenir de la France et des gens. Pas du tout. L'urgence, c'était faisons passer nos projets, profitons de la stupeur et du sentiment un peu hébété des gens qui ne savent pas trop depuis quelques mois où on va, et il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de vision. On a eu des débats absolument lunaires, d'abord en commission, avec une vitesse folle, où on ne répondait des fois même pas à nos amendements, où on avait des rapporteurs et où on avait une ministre qui avait l'air parfois de s'ennuyer profondément. Ça les dérangeait, pourtant on a peu la parole. Et effectivement, comme vous le disiez, les rapporteurs, alors ils peuvent être de la majorité, ils peuvent défendre le projet de la majorité, c'est pas un souci. Et mettons les mots sur les choses. Là, il y a eu une malhonnêteté intellectuelle, et moi c'est ce qui me frappe, c'est cette incapacité à débattre, parce qu'en réalité, quand on vous dit un CDI de mission, c'est un CDI, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Quand on vous dit, si vous êtes contre le texte, c'est que vous ne l'avez pas compris, et nous vous invitons à le relire et à le diffuser.
c'est qu'on nous prend soit pour des abrutis. On a vraiment ce sentiment-là. Et c'est difficile avec ce gouvernement. Alors, on essaye de le faire et on a bataillé jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières secondes, de débattre argument contre argument, parce que c'est ça aussi la politique, pour réfléchir, pour échanger. Voilà, les Républicains aussi ont essayé, même si on n'est pas d'accord sur tout, d'apporter des arguments politiques et qu'on puisse avoir une réflexion intellectuelle sur l'intérêt général et sur le fond. Oui ou non, est-ce que vous voulez supprimer le statut de fonctionnaire en introduisant petit à petit des contrats précaires, en instaurant une inégalité entre les générations? Voilà. Impossible d'avoir une réponse à cette question-là. Est-ce que vous pensez vraiment que l'individualisme, la compétition sont plus efficaces pour la recherche que la collaboration scientifique? Voilà. Et ça a été exactement pareil dans l'hémicycle. J'avais l'impression d'être face aux trois singes, l'arrogance en plus. Parce qu'en plus, ils sont extrêmement arrogants. Et cette difficulté à avoir un débat démocratique, moi, je la ressens depuis le début. Et je pense qu'en réalité, alors oui, bien sûr, ils sont là pour appliquer un projet ultralibéral, mais ils pourraient le faire avec les règles de la démocratie, puis les gens décident. Et puis, une majorité, ça peut changer. Et je crois qu'ils n'ont absolument pas la vision de pourquoi ils sont là. Je crois qu'ils ont oublié qu'ils étaient là parce que les gens leur avaient fait confiance pour porter la parole des gens, avec une vision idéologique qui n'est pas la nôtre, mais donc il faut écouter les gens. Il y a, je suis sûr, dans la communauté scientifique, des gens qui avaient eu confiance en eux, qui avaient voté pour eux, et qui là doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce mépris incroyable? Je crois qu'en réalité, ce passage en force et cette incapacité démocratique à écouter l'autre, et puis soyons complètement dingues à réfléchir, et des fois à revoir sa copie, ça révèle en fait leur vision qui n'est pas une vision « je suis un élu, je donne mon temps de vie pendant un moment à la collectivité pour faire progresser mes idées, pour les gens, pour améliorer la vie des gens. Je suis là comme je dirige une entreprise. » Ils le disent souvent, ils ont cette idée de Startup Nation. Et quand on voit ce qu'ils font de la recherche publique et de l'éducation en général, c'est la même ligne. Et effectivement, ils se voient comme des cadres, des dirigeants. Et puis nous, on est là pour obéir. Donc je crois qu'il faut que les gens prennent conscience de ça, pas en se disant c'est tous des pourris, c'est une fatalité, en se disant il faut s'organiser, il faut le faire savoir, il faut lutter contre ça. Voilà, Elsa, je t'en prie. Merci Elsa, je vous laisse continuer. Oui, il y a déjà, je crois, beaucoup de choses qui ont été évoquées qui traduisent la pratique et l'exercice du pouvoir de ce gouvernement, mais aussi de la majorité à l'Assemblée nationale. Des études d'impact qui, assez régulièrement quand même, sont très très éloignées de ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire ni complètes, ni précises, ni factuelles. On a aussi très régulièrement une grande difficulté à faire surgir le réel dans les débats que nous avons. Le réel, c'est à la fois les conditions actuelles aujourd'hui, à la fois de pouvoir exercer la recherche, mais aussi les conditions de précarité extrêmement accrues ces dernières années par un sous-financement massif dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, et puis aussi des organes démocratiques présents, et cela, on a aussi beaucoup de mal finalement à les faire entendre. Alors nous le faisons en tant que parlementaires, mais c'est l'opposition généralement, et plutôt l'opposition de gauche d'ailleurs, qui le fait. Il y a pourtant une tentative de l'opposition, je dirais, en général, de faire entendre un minima, même s'il y a des choses sur lesquelles évidemment nous ne convergeons pas, mais au moins une insatisfaction et une opposition sur la durée de la trajectoire budgétaire qui est proposée. Le Conseil d'État l'a fait à fleur et moucheté en disant que c'était une trajectoire, une longueur en tout cas inédite, que c'est 10 ans. Chacun et chacune dans l'opposition, nous avons tenté de la ramener à 5 ou 7 ans, voire même d'inverser la trajectoire, c'est-à-dire que le plus gros revienne au début, au moins pour pouvoir permettre un engagement respecté, c'est-à-dire pour ne pas diluer l'engagement qui est proposé dans la trajectoire budgétaire du gouvernement, et avec finalement très très peu d'explications, même si on se doute du pourquoi, du très peu d'explications de la part de la ministre, puisque évidemment ici, la forme qui est importante et qui relève du fond également, la démocratie, se joint au fond du projet de loi, puisque évidemment il est tout à fait impossible aujourd'hui pour la ministre de venir nous assurer d'un respect des engagements sur 10 ans. Finalement, ce qu'on a observé pendant le très court temps de ce projet de loi, c'est des mots qui reviennent. On a souvent dit que depuis le début de ce quinquennat que la Macronie avait quelque chose du langage orwellien, mais c'est vrai qu'à part nous expliquer que finalement ce serait une grande mesure de justice sociale, que c'était un engagement financier inédit, que c'était historique et qu'il y avait même un alignement des planètes, ce sont les mots de la ministre, il y a assez peu d'éléments factuels, et pour cause, pour venir nous dire à quel point tout ça relèverait de l'alignement des planètes.
Ça fait rire, mais évidemment, c'est extrêmement triste pour la situation aujourd'hui de celles et ceux qui sont dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et j'en viens là parce que quand même, on sait que Frédérique Vidal a ce projet de loi depuis un moment dans sa besace, qu'elle est là pour ça, que le confinement ne lui a pas fait plaisir, il a fait plaisir à personne, mais qu'elle avait décidé de passer le plus rapidement possible et que il est, à mon avis, de toute façon, d'ordre absolument antidémocratique que ce projet de loi soit examiné dans un moment, dans une rentrée à l'université, comme vous la vivez actuellement. Pas simplement parce qu'elle vous empêche de pouvoir vous faire entendre et de pouvoir riposter comme il se doit, mais tout simplement parce que eh bien, les conditions aujourd'hui de rentrée devraient ajourner, voire se faire reporter une loi de ce type. Et je trouve que la ministre aurait à s'occuper d'autre chose que de ce projet de loi dans la période, d'un projet de loi d'autant plus qui ne s'occupe pas des conditions de précarité actuelles et qui ne met pas les moyens tout de suite, comme le préconisait le CESE, mais aussi le CNESER. Mais quand même, il faut le dire, je crois, je vais en terminer par là pour ne pas être trop longue, on est finalement très habitués, ça ne veut pas dire que nous nous en satisfaisons, mais à des pratiques si peu démocratiques de la part de ce gouvernement. C'est assez traditionnel finalement pour nous, ce que vous relatez aujourd'hui, je le disais déjà au début. Moi, je n'arrive pas à me faire à cet article 40 de la Constitution qui nous empêche encore plus sur une loi de programmation budgétaire de ne pas pouvoir amender en créant des charges. Vous vous rendez compte, vous examinez quelque chose qui relève des finances et vous, parlementaires, vous n'avez pas la possibilité de dire il faut mettre plus de moyens là, il faut même en mettre moins là et il faut en mettre un peu plus ici. C'est absolument aberrant, mais ça, malheureusement, les parlementaires le vivent cet exercice du pouvoir de la Macronie qui n'en a que faire finalement et des parlementaires et du peuple et des instances représentatives. Mais surtout, en fait, on est face là à une loi qui, et d'ailleurs Frédérique Vidal l'a tweeté, qui met d'abord en avant la compétitivité de la recherche et qui donc s'éloigne évidemment des libertés académiques par son contenu. Et donc tout son contenu de ce projet de loi fait qu'évidemment, eh bien, la démocratie ne peut être respectée parce qu'elle va à l'encontre aujourd'hui eh bien, d'un service public de la recherche et d'une recherche fondamentale, d'une recherche qui permet la liberté et qui permet aussi une égalité sur l'ensemble du territoire. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai peut-être déjà été un peu longue. Merci beaucoup pour ces deux témoignages très forts. Hein. Ce qui nous marque, que Christelle n'hésite pas à prendre la main, hein, mais ce qui nous marque dans tout ce processus, je commençais par ça tout à l'heure, c'est le très faible niveau d'exigence démocratique qui semble être à l'esprit et qui s'exprime dans le processus de fabrique de la loi. Et c'est ce faible niveau d'exigence démocratique qu'on voit aussi à l'œuvre ou que l'on voit se manifester dans le fonctionnement quotidien des établissements et en particulier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Et on voulait dans une deuxième partie plus rapide de la conférence de presse essayer de mettre en lien ces deux données avec ce fil conducteur de la démocratie dans ces institutions représentatives qui saisit l'objet enseignement supérieur et de la recherche, et puis la vieille question, la très vieille question de la démocratie universitaire. Je propose que soit Christelle, soit Julien embrayent sur ce point. Alors, je ne sais pas si Christelle veut veut dire quelques mots. Non, je vais y aller alors. Oui, alors, ce qui est d'assez intéressant, c'est qu'on peut se placer tout à fait dans un contexte où la démocratie finalement est pas si importante que ça. C'est-à-dire que on entend souvent le mot démocratie comme un grand principe. Clairement, là, ça fait 1 heure qu'on en parle. Les fondements de la démocratie n'ont pas été respectés durant l'élaboration de cette loi. Ça continue hein, sur les réseaux sociaux en ce moment avec des communications qui sont étranges, voire mensongères du ministère sur ce qu'apporterait la LPPR sur les carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs. On ne comprend rien à ce qu'ils nous racontent. C'est-à-dire les universitaires eux-mêmes ont du mal à saisir ce que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche essaye de leur dire, ce qui marque quand même une fracture dans la compréhension entre ces deux communautés, ceux qui dirigent l'ESR et ceux qui font l'ESR, qui pratiquent l'ESR. Alors, on a quand même une caractéristique très particulière à l'université et plus largement hein, dans tout ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, c'est que nous sommes un système qui est faiblement interdépendant. Ça veut dire que les universitaires, les chercheurs sont des gens qui ont très peu besoin des autres pour travailler. Chacun va faire ses cours, chacun va faire sa recherche et on a une garantie constitutionnelle de liberté académique, hein, d'indépendance, ce qui veut dire qu'on a en réalité pas forcément de supérieurs hiérarchiques qui peuvent nous obliger
obligé à faire quoi que ce soit. Et ça change complètement la donne. Parce que lorsqu'on met en place une grande loi de la recherche qui est censée orienter tout le système académique du pays, si les chercheurs et les universitaires ne suivent pas par eux-mêmes les grandes directions de cette loi, eh bien, les objectifs ne sont pas atteints. Or, qu'est-ce qu'on constate? Depuis 2006, hein, c'est-à-dire la précédente loi d'orientation et de programmation de la recherche, depuis les lois se sont enchaînées. Hein. Nous avons eu la LRU en 2007, puis la loi ESR en 2013, la loi ORE, et puis évidemment des tonnes de lois et de petites modifications tout le temps. Et toutes ces lois sont extrêmement mal mises en œuvre. C'est-à-dire que ça fait un quart de siècle qu'on n'arrête pas de se plaindre de l'autonomie des universités et qu'on a essayé de la mettre en place. On a mis 10-15 ans à la mettre en place. Maintenant, elle est en place et on voit qu'elle fonctionne extrêmement mal. C'est-à-dire que les dirigeants des grands établissements, même les établissements les plus excellents, hein, ont énormément de mal à mettre en place leur stratégie au sein de leur établissement. Ça s'explique d'une façon extrêmement simple, c'est que ceux qui pratiquent, les praticiens, n'adhèrent pas aux directions qui sont fixées pour eux. Et dès lors, ils n'y travaillent pas, et comme ils n'y travaillent pas, les objectifs ne sont pas atteints. Et il me semble que c'est là, en réalité, le plus grand problème de la LPPR, hein, c'est qu'elle envoie les gens dans une direction dans laquelle ils ne veulent pas aller, et donc nous n'y irons pas. Alors la ministre a même utilisé ça à un moment donné, hein, en disant que voilà, les CDI de mission et les chers professeurs juniors, les tenure track étaient en réalité des possibilités et qu'on n'était pas obligé de s'en saisir. On voit bien là la faiblesse de cette loi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des choses dont on n'est pas obligé de se saisir parce qu'en fait on n'a pas envie de s'en saisir, il y a de fortes chances pour qu'on s'en saisisse mal ou très peu, et donc en réalité toutes ces nouvelles dispositions, ces nouvelles mesures soient mal utilisées. Alors mal utilisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a peu de chances pour que ça améliore les performances recherche du pays. Donc ça, c'est quasiment une certitude hein, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'amélioration. Et pire que ça, c'est que ça risque d'être utilisé dans le pire des cas, c'est-à-dire que font ces CDI de mission et ces chers professeurs juniors? En fait, elles renforcent le pouvoir hiérarchique de celui qui fait le contrat sur celui qui pratique la recherche. Si les chercheurs les plus sincères, les plus honnêtes ne s'en servent pas parce qu'ils ne voient pas l'utilité de ces choses-là, ceux qui vont s'en servir, c'est en réalité les moins honnêtes. Et donc, on commence à avoir une forme de garantie que ces nouveaux statuts vont être utilisés pour le pire. C'est-à-dire, c'est vraiment pour dans les cas où ça va mettre les chercheurs en danger. Alors, en danger de ne pas pouvoir faire vivre leur liberté académique qui sont indispensables hein, à la bonne réalisation de la recherche, et puis dans des dangers beaucoup plus classiques du monde du travail qui sont les situations de harcèlement, de pression au travail et de burn-out. Donc voilà, le problème de ne pas écouter la communauté académique, ça n'est pas seulement une forme de déni de démocratie, c'est aussi un problème tout simplement d'efficacité, c'est-à-dire qu'en ne le faisant pas, on se met dans la situation de ne pas atteindre les objectifs. Et quand on regarde l'ensemble des lois qui ont été promulguées les 15 dernières années, aucune n'a atteint leurs objectifs. Et je crois que la LPPR le prouve bien, puisque si on a encore besoin d'une loi pour progresser encore dans la même direction, c'est bien qu'on a échoué auparavant. Et tout porte à croire qu'on va continuer à échouer. On échoue, certes, c'est très fort ce que tu dis, et en même temps, on perd progressivement à mesure que ces lois apparaissent en qualité de conditions de travail et en tension, et en augmentation de la tension dans les établissements et dans les équipes. Je ne sais pas si l'une des intervenantes à la conférence de presse voudrait réagir sur les propos forts de Julien. Sinon, nous pouvons aussi laisser un temps, évidemment, parce que c'est le principe à la base d'une conférence de presse qu'on a détourné comme une sorte de table ronde d'université, excusez-nous. Mais évidemment, une conférence de presse, les journalistes et tous ceux qui participent à la conférence de presse peuvent poser des questions, interagir et discuter collectivement. Donc d'abord, peut-être si les autres intervenantes à la conférence de presse veulent réagir, et puis ensuite les journalistes et les participants. Non? Est-ce qu'il y a des questions côté participants? Non, rien de particulier. Christelle, tu voulais ajouter quelque chose? Non plus. J'étais en train de faire un live tweet en même temps. Non, mais merci beaucoup. Moi, je pense que je crois qu'on a un peu tout dit. Le seul point que peut-être qu'on n'a pas abordé, qui est, enfin, disons qu'il n'est pas secondaire, mais qui est quand même très caractéristique encore de cette dynamique autoritaire, c'est aussi le mépris de la représentation des personnels et des étudiants, on l'a dit, mais des personnels dans le cadre d'une négociation des rémunérations.
avec vraiment un usage tout à fait stratégique et instrumental du soutien de quelques organisations syndicales et qui viennent après, qui sont vraiment instrumentalisées pour dire que oui, il y a un soutien. Donc peut-être aussi que dans les mois et les années qui viennent, il va falloir que nous, en tant que personnel, réfléchissions aussi à une sorte de refondation syndicale de façon à ce que en face de nous, le ministère ne puisse pas comme ça instrumentaliser les organisations. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un vieux pieu, mais il me semble que c'est assez problématique. Voilà. Ah, s'il y a une question, je dois vous quitter. Non, c'est tout. Donc, bah, si jamais vous n'avez pas de questions, peut-être on peut s'arrêter là. Nous sommes dans les temps. Et cette vidéo sera accessible d'ici quelques heures. Je vous en donnerai le lien. Je vais essayer de vous prévenir de sa mise en ligne. Et puis, en tous les cas, merci à tous et à toutes. Et puis, à bientôt peut-être pour d'autres débats. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.